On a le plaisir aujourd'hui de vous présenter donc, dans la programmation de l'Institut culturel de Bretagne notre premier temps fort de l'année avec un sujet inédit pour nous qui est la typographie bretonne. On a la chance d'accueillir le collectif Scriture qui va vous présenter donc, son travail qui est très intéressant et qui se prolongera après la conférence avec une petite exposition que nous avons au sein de la médiathèque qui est juste derrière. Et donc du coup je vais leur laisser la parole. Juste vous dire en fait que cette programmation de l'Institut, vous pouvez la retrouver, en fait on a un petit programme que vous avez à l'entrée également. Donc je vous invite à la récupérer. On a d'autres conférences également et un certain nombre de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Et n'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à adhérer à l'Institut. On propose une riche programmation tout au long de l'année. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle conférence et je vais laisser la parole au collectif Scriture. Je sais pas à qui je le donne. Merci Rémi. De modes dans Nol, Fanchon Enaf, Gindig de Zlokorn, mais au Grafour Staliad et Lokorn, abaoué Tost d'Augenvlois, ag abouez et évident, nevel juste à la bourre typographies, et vous kiniget d'or, et galec, evel juste, tout à la bourre à Zobegret, Ganeum, abaoué Tréganvlois. Donc je m'appelle Fanch Enaf, je suis originaire de Locronan, où je suis installé comme graphiste indépendant et j'enseigne aussi le graphisme à Quimper. Et donc on va vous présenter cet après-midi l'histoire de notre travail individuel, duo, collectif de 30 ans autour de la typographie en Bretagne. Voilà, je passe la parole à Malou. Merci. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Malou Verlhomme. Je suis typographe ou créateur de caractères. J'habite dans le sud des Landes, à Cap-Breton. Voilà, et de toute façon, bon, je pense qu'on va faire très court sur les présentations et on va se présenter un peu au fur et à mesure de la présentation. Je te passe. Tout à fait. On remercie évidemment toute l'équipe de l'ICB pour avoir créé cet événement parce que voilà, vous comprendrez qu'on habite tous assez loin les uns des autres, donc se retrouver et puis partager un temps en présentiel et puis avec vous, c'est chose relativement rare, donc ça nous fait bien plaisir. Merci à toute l'équipe, on y va. On va commencer par une époque où Malou et moi on était encore un peu jeunes, sans doute lycéens, donc l'aventure de Scriture démarre avec Fanch Enaf, on est au milieu des années 90, Fanch c'est à toi. Scriture avant Scriture. L'histoire de Scriture démarre par la publication de cet ouvrage en 1995 qui est en fait un travail d'édition sur la documentation que j'ai accumulée à cette époque-là sur la relation entre typographie et identité. Donc ça ne concerne pas simplement les productions de l'écriture en Bretagne, mais ça démarre déjà avec l'écriture ogamique, les grands manuscrits en Bretagne de Landévennec, de Redon, et puis l'idée était d'avoir simplement une espèce de chronologie d'un certain nombre de faits qui m'intéressaient en tant que graphiste. En tant que graphiste, ma relation à la typographie, c'est de trouver des lettres, des caractères qui sont que je vais pouvoir utiliser dans ma production. Et cette première production m'a permis effectivement de faire cet inventaire-là, et ça a été un petit peu le point de départ, quoi. Sur cette présentation, il y a un certain nombre de textes qui ont été fondateurs pour moi, qui sont devenus des postulats dans ma manière d'aborder la typographie. Et notamment, il y a ce texte de René Creston qui est paru dans Gwalarn. Laka dans deuxième chal d'Auber dim à l'Isereno Breizatse, Pelzor neus laket ogen dausen ma vigé deo rakresu obro gret, niwa avar et bet dagao diwar ben guir veno on amezeyen dreter. Cruier stum liserino breizat et voi respondet dim, pegen fentus ne versem verzendiges, rafeket et brochal, evel et brouillou estren. Varze et chelom ober nitra, nemet gortos deiu wheeler, dagas en minadulaben. Et là, dans cet extrait de Gwalarn, Creston, il dit, voilà,
il faut créer un caractère, fondre, pas simplement des lettres, mais fondre un caractère et pouvoir diffuser des formes qu'il appelle bretonnes. Et donc il se fait un petit peu envoyer sur les roses par les fonderies en France qui ne croient pas du tout à son projet, quoi. L'autre texte qui a été déterminant, c'est un texte qui est issu d'un des grands typographes français, européens, j'ai envie de dire, Ladislas Mandel, qui est né en Roumanie, qui est d'origine hongroise et qui a travaillé notamment avec Adrian Fotiger, qui est un des grands typographes suisses et qui a travaillé également beaucoup en France. Et ce texte-là, est issu d'une soutenance qu'il a fait aux rencontres de Lure. Et ça a été pour moi fondateur. Après avoir répondu à tous les critères d'une bonne perception physiologique, le caractère doit répondre aux exigences culturelles propres au lecteur, à sa psychologie, à ses traditions. La spécificité d'une identité culturelle s'exprime avant tout dans les moyens privilégiés de communication de la pensée que sont le langage et à un niveau supérieur dans les constantes formelles sensibles de la consignation graphique de ce langage qui est l'écriture. Les conquérants à travers toute l'histoire ne se sont pas trompés. Quand à chaque fois qu'ils voulaient aliéner un peuple et orienter sa pensée et son comportement, ils commençaient par le déposséder des signes premiers de son identité en lui imposant une langue et une écriture étrangère. C'est aussi pourquoi, inversement, chaque fois qu'un peuple veut recouvrer sa liberté, sa toute première revendication est l'usage de sa langue et de son écriture, expression de son identité propre et mesure de sa liberté. Et il poursuit: dans une perception projective, le lecteur reçoit en écho l'image de son identité culturelle et l'accepte ou n'en perçoit que des formes à lui hostiles et étrangères qu'il refuse sans analyse. Une écriture reflétant l'identité culturelle du lecteur pour des textes liés à la langue est un facteur souvent capital pour la bonne lisibilité. Évidemment, quand je lis ce texte-là, quand je me projette en tant que graphiste breton et je me questionne la relation entre l'identité et la typographie par rapport à des revendications sur la langue et sur l'écriture aussi, bien évidemment. Donc ni une ni deux, en 95 tu poses, c'est pas seulement une collecte de documents, de traces, de sources qui permettraient le travail effectivement de ce que serait l'écriture pour le breton, chose à l'époque que tu n'as pas encore expérimenté, mais tu prends à la lettre en fait le défi de Creston et puis des choses comme ça, et donc apparaît quand même quelques esquisses du Tirnanog à l'époque et ce qui va devenir l'aventure Brito ensuite. Le Tirnanog, c'est un peu... je dessine un caractère pour des usages dans mon travail de graphiste, c'est-à-dire pour des affiches. Donc c'est pas une création de caractère pour le principe de créer un caractère. Donc j'ai des besoins de caractère pour mes affiches, pour mes travaux d'édition, de mise en page. Donc je cherche des formes qui n'existent pas et je les crée d'après tout ce que j'ai collecté en tant que documentation. Et donc ce sont les premiers dessins, c'est-à-dire c'est des croquis, c'est des notes qui me servent à construire progressivement un caractère, d'abord un alphabet avec des capitales et puis après on s'intéresse un petit peu au bas de case. Donc c'est un travail de dessin en fait, parce que évidemment la typographie c'est du travail d'abord de dessin de la lettre, quoi. Et puis après de mettre en place des rapports noir-blanc pour trouver des logiques par des associations, ce qu'on appelle les paires ou des trios, et pour aboutir effectivement à une première production en 1997. C'est une des toutes premières utilisations du Brito pour Thiervaux Quimper. Et il y a eu d'autres usages, quoi. Et là c'était un concours et le concours a abouti sur ce caractère-là, quoi. Et puis là c'est encore d'autres réalisation en 1998, je crois, pour le Festival de cinéma de Dornay. RTB, qui est un hommage à Jon Guernic, qui avait créé cette association pour des nouveaux médias de radio et de télévision en Bretagne. Et là, j'avais fait un petit hommage à Jon avec l'association RTB qu'il avait créée. Donc ce sont les premiers dessins, les premières formes, et qui, bien évidemment, vont évoluer dans le temps, dans ma production. Donc il s'est passé quasiment 15 ans, ou même plus, et pendant ces années-là, on t'a demandé, on t'a réclamé certainement, est-ce que le caractère allait bientôt être disponible, diffusé, est-ce qu'il était simplement réservé à ta propre production en tant qu'affichiste, graphiste, ou est-ce que d'autres allaient pouvoir enfin
en profiter. À partir de 2010-2011, toi, tu passes effectivement un cap et tu te demandes maintenant comment est-ce qu'on passe de glyphes dessinés, vectorisés certes, mais pour un usage personnel, c'est-à-dire pas encore une police de caractère qu'on peut installer et puis manipuler au clavier comme on le fait tous les jours sur un ordinateur. Fanch m'appelle à ce moment-là. Moi, je suis un étudiant de Fanch Le Hénaf à Quimper. Première rencontre avec la typographie, c'est à lui que je dois ce choc, cette rencontre, voilà, culturelle. Et donc on met un peu à plat cette idée là de ce que serait un Brito pour d'autres. Fanch m'appelle parce que il ne sait pas faire les opérations dont on va beaucoup vous parler, qui sont le développement, la conception et le développement d'une fonte. Étant moi-même parfaitement incapable de le faire, il a fallu que j'appelle à mon tour une troisième personne, elle beaucoup plus dans le métier, donc Malou va vous parler de ce travail-là. Et donc finalement on s'est réunis autour de cette intention-là, une équipe qui n'était pas destinée à se retrouver quasiment 15 ans plus tard, mais on est encore là tous les trois, et qui on va vous l'expliquer, chacun à sa mesure, chacun avec sa spécialité, son approche, va contribuer à finalement ce qui est en train de se constituer et ce qui est en train de devenir l'initiative Scriture. Donc on a commencé à bosser. Voilà, et Malou, toi tu découvres à ce moment-là le caractère Brito tel que tu l'avais un peu développé, franchement. Voilà, donc au départ c'était une équipe effectivement qui s'est constituée vraiment pour un projet spécifique, donc en 2011. Mais déjà il y avait un petit peu, je pense, des rôles qui sont institués. On avait chacun un peu notre place. Moi vraiment à la partie plus concrètement dans le logiciel de création de caractères typographiques. Johan un peu plus à superviser un peu l'ensemble avec un œil un petit peu quand même un œil assez pointu en typographie, et puis la vision de l'utilisateur aussi, beaucoup du caractère, et puis évidemment Fanch au départ du projet. Donc ce premier projet de stabilisation, on a quand même un peu tout mis à plat, tout retravaillé en essayant de garder le plus possible toutes les intentions évidemment de départ, mais pour en faire quelque chose qui soit effectivement plus on va dire un jeu d'alphabet, un alphabet cap bas de casse, mais en faire vraiment un outil typographique à part entière. Donc voilà, pas mal de phases de correction, de retravail des lettres, de stabilisation. Voilà, j'avance un petit peu, on peut voir un petit peu dans certains détails avant, après, etc. Voilà, donc c'est un travail qui s'est fait à 3. Pas mal de corrections. C'est ça, ouais. L'original à gauche, la stabilisation à droite. Et c'était très bien à l'époque d'avoir Malou qui débarque sans peut-être le bagage ou les petites prudences ou les petites nostalgies ou les attachements qu'on peut avoir avec certaines formes, et qui d'un coup va dire bah oui mais bon elles sont peut-être valables pour telle et telle raison, mais moi avec un autre point de vue qui est un point de vue effectivement peut-être plus à distance, mis devant le fait, et qui dit bon, ces formes-là elles ne sont pas recevables non plus. Donc il faut faire l'effort quelquefois d'abandonner des signes qu'on retrouvera plus tard par ailleurs, mais c'est bien d'avoir un pied dedans et quelquefois un pied dehors aussi. Voilà, à l'époque on avait encore des Nokia, ça remonte un peu. Voilà, bon, ça c'est juste le travail un peu laborieux, travail d'approche de paires, donc c'est le fait de régler vraiment les espaces entre chaque paire de lettres. C'est sûrement une mise en scène, hein, je pense pas que j'étais vraiment en train de faire ça. Voilà, des corrections. Et puis effectivement, on passe quand même d'un alphabet où Fanch, toi tu avais développé peut-être 2 fois 26 caractères, plus quelques chiffres pour tes besoins personnels. Ouais. Bien évidemment, quand on passe à l'étape supérieure avec l'ambition, la prétention d'en faire un caractère, on doit épouser certains standards et puis en profiter pour ajouter, pour étendre ce qu'on appelle le glyph set, c'est-à-dire le nombre de caractères qui vont être disponibles au clavier. Et puis en profiter aussi, et là je pense que ça va être un apport un peu important, un peu décisif, et Malou nous a fait profiter de toute une science qui est une technique de haut vol, c'est que la typographie digitale, la typographie numérique, elle évolue, et
l'histoire du Brito, dans toutes ses phases, suit aussi une évolution qui, elle, va permettre des choses, permettre d'inclure des nouveaux signes, d'y accéder au clavier et donc de répondre à des besoins qui, un temps, auraient été très très difficiles, et notamment toutes les ligatures qui sont propres à l'écriture des langues brittoniques. Voilà, c'est un peu ce que j'allais dire. Effectivement, dès la création du Brito en 95, les choix que je fais au niveau des dessins de lettres, c'est de faire en sorte que tout ce qui est toutes les particularités des langues brittoniques, donc breton, gallois, cornouaillais et les langues gaéliques, toutes ces particularités dans la graphie vont être créées, recréées, voire des apports dans des choix. Dont le C apostrophe H, dans une police normale, c'est C apostrophe H. Le Brito en fait un signe commun, parce que c'est une entrée dans le dictionnaire en langue bretonne, c'est un signe à part entière. C'est pas deux lettres séparées. Le ZH, c'est un choix aussi sur l'écriture per invent, l'unification de l'écriture du breton, et de dire on fait aussi un travail de ligature pour montrer cette volonté d'avoir le ZH. Le GW, c'est une paire qui est récurrente en breton, donc là on va travailler aussi une ligature spécifique. Donc à chaque fois on le fait pour le breton, mais pour le gallois, pour l'irlandais, pour l'écossais, et tous les signes diacritiques de toutes les grandes langues européennes, polonais compris, allemand, anglais. Et c'est vrai que c'était déjà un moment où la technologie, au niveau des fontes, permet justement de mettre en place de manière automatisée un peu toutes ces fonctionnalités-là, que ce soit des ligatures ou des alternates, des signes alternatifs, on va en reparler plus tard. Mais voilà, c'est arrivé à un moment où déjà il y avait pas mal de fonctionnalités possibles, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc là, c'est un peu des errances, des essais un petit peu au niveau de certains signes. Voilà. Et puis il y a un deuxième aspect des choses, c'est que qui dit caractère, effectivement faire ce travail de stabilisation, l'augmenter, l'enrichir, le rendre pratique, utilisable, etc., c'est une chose. Maintenant, il y a aussi tout un aspect qui entoure la typographie, c'est quel est son modèle économique, on pourrait dire, comment est-ce qu'on diffuse, comment est-ce qu'on se faire connaître. Non, je pense que tu n'avais pas de problème de ce côté-là, mais comment est-ce qu'on diffuse l'information, comment est-ce qu'on accède à finalement un terminal pratique. Et donc il a fallu penser un site internet à l'époque, avec la technologie de l'époque. Vous savez que ça va très vite. Donc quand on regarde la première mouture de ce site, la Scripture en 2011, 2010. On a fait ce qu'on a pu aussi avec les outils de l'époque. Le site s'est voulu immédiatement trilingue, et ça je pense que c'était une volonté très très forte de Fanch, et on a tous tenu bon malgré des débats un peu sans fin sur la place du breton, du français, de l'anglais, mais le site d'emblée avait la structure en 3 colonnes qui permettent ça. Et puis vous voyez peut-être à l'autre bout ici 3 affreux boutons qui étaient finalement la solution la plus simple, la plus économique à l'époque, et qui permettaient pour la première fois aux utilisateurs qui en avaient envie de mettre le Brito dans un panier d'achat. Alors c'est vrai que cette vue-là permet aussi de mettre en évidence quelque chose qui a été une volonté dès le départ pour Brito, comme c'était un petit peu le postulat pour Scripture, c'est-à-dire de mettre aussi à disposition des ressources, c'est-à-dire des articles, du collectage de photographies personnelles, donc de mettre aussi des ressources accessible gratuitement sur la typographie au sens large, ce que je faisais un petit peu avec ce bouquin-là. Et là, on a aussi, on pose un peu le principe du site scripture.eu, donc ça veut dire on a une vocation réellement européenne, c'est-à-dire le Brito est réalisé pour toutes les langues, les grandes langues européennes, et de pouvoir documenter, de pouvoir avoir des ressources accessibles gratuitement. C'est-à-dire la partie diffusion du caractère, à cette époque-là, j'ai envie de dire, c'était peut-être 40% de la réalité du fonctionnement du site, et les 60% du site, c'était des exemples des utilisations du Brito, des ressources qu'on pouvait accéder et comprendre un petit peu où on allait avec le Brito, quoi. Exactement, ouais. Dans l'esprit, c'est ça, ouais. Et voici le premier spécimen du Brito. Un spécimen, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un document qui existe depuis certainement que la typographie existe. Ce sont des exemples qui
présente l'alphabet, toute l'étendue de son caractère 7, et puis des usages pour montrer des spécificités, faire quelques détails, donner quelques indications d'usage aussi, puisque tout le monde n'est pas familier avec la typographie digitale, donc il y a quelques explications, il y a un peu d'apport culturel, un petit mode d'emploi, effectivement. Voilà, le document de présentation de la fonte, et ça on a continué à le faire même sur la nouvelle mouture du site. Pour toutes les nouvelles fontes, on a systématiquement un spécimen, un document PDF qui permet de, évidemment gratuit au téléchargement, qui permet de présenter un peu la fonte et d'expliquer un peu comment l'utiliser également. Voilà. Et on sort le Brito en 2011, et nous sommes ici à Rennes, au musée de Bretagne. Et donc il y a toujours eu un espèce de temps de rencontre un peu public, un peu physique, et je pense qu'aujourd'hui c'est la 3e finalement, et qui vient accompagner une sortie, accompagner une publication pour que le caractère soit présenté. 2 ans plus tard, on enchaîne. Le Brito, c'est très bien, mais le Brito, c'était une Grèce, c'est-à-dire une seule variable, pas d'italique évidemment à l'époque, on en reparlera, et puis un caractère dont on se dit, oui, bon, il est performant pour les titres, très bien, il est bien pour tel et tel usage, très bien, mais pour le texte, le texte en Brito, à moins de très bien le composer, une variable seule, c'est un peu maigre pour travailler. Donc, assez rapidement, on a, comme le fer était chaud, on s'est dit qu'on allait un peu l'augmenter et le proposer accompagné de variables avec 3 graisses supplémentaires. L'idée du Brito Tree, donc elle naît, je ne sais plus exactement comment est-ce qu'on est arrivé à ce nombre, à ce décompte finalement de graisses, mais Malou a dessiné ce qu'on appelle des masters, c'est-à-dire d'une extrémité à l'autre, une version plutôt fine, une version plutôt grasse. On a essayé de conserver le Brito original qui est représenté en bleu ici pour qu'il ne soit pas exclu de la nouvelle mouture. Mais voilà, donc une peut-être des nouveautés, des choses que moi j'ai apprises aussi dans cette expérience-là, c'est que la typographie, on peut la livrer par étape, par livraison. Et on n'est pas obligé d'attendre et de tout sortir d'un coup. Donc le Brito, il en existe 3-4, et je pense que le Brito n'a pas dit son dernier mot, donc il continue à... Ouais, c'est vrai que c'est un exemple intéressant d'un caractère typographique qui vit depuis assez longtemps, qui a eu des phases de renouvellement, et là on en est à la 2e, il y en a encore une 3e après qu'on va vous présenter, et effectivement il y en aura peut-être d'autres. Et en fait c'est vrai que dans l'histoire de la typographie il y a pas mal de cas d'écoles comme ça où on voit que pour qu'une typographie continue à vivre, effectivement il faut la réactualiser, que c'est un peu une forme plus vivante qu'on pourrait le penser. Ça c'est très important. Un caractère comme le Garamond, que vous utilisez, qui est très connu, 1550 le Garamond, il a continué à évoluer depuis 1550 en fait. Et les outils numériques ont permis effectivement d'en faire des nouvelles versions. On pourrait dire de même du caractère Futura, qui est un caractère des années 20, 1925. Pareil, ce sont des caractères qui sont en évolution permanente. Donc les choses ne sont pas fixées de manière définitive, et un caractère typographique dans sa création est quelque chose qui est vivant et qui évolue bien évidemment par les usages et par les besoins aussi. Garamond, Futura, Brito. Voilà. Et puis évidemment l'appétit vient en mangeant. Malou fait aussi peut-être une place dans le trinôme, quoi. On se positionne aussi, hein. C'est vraiment une aventure où collectivement on essaye de se positionner à peu près justement. Et puis peut-être que Fange, toi aussi tu as fait un travail peut-être de mise à distance de ta propre création, en disant ouais ok, bon 2 autres personnes peuvent s'en emparer, proposer des formes alternatives, on peut débattre sans trop s'engueuler, ou en tout cas s'engueuler poliment sur la pertinence de n'avoir qu'une forme de A qui peut rester assez difficile à décrypter, ou en tout cas assez pénible, ou qui peut devenir un obstacle en lecture. Donc tous ces compromis-là, en fait, ont alimenté et ont été justement desservis par une typographie qui, comme dit Malou, est beaucoup plus malléable aujourd'hui. On n'est pas obligé de choisir des choses, de les arrêter, de les fermer, de les figer. On peut laisser l'utilisateur quasiment placer le curseur maintenant et dire cette forme-là, etc. Donc voilà le type de proposition que peut faire Malou, d'une forme de déclinaison, comme un exercice de style autour d'une forme. Ça reste le Brito, et puis à un moment, on convient d'une solution ensemble.
Donc il y a la partie en fait où effectivement où on peut faire pas mal d'essais différents, un peu en amont quand on travaille sur un caractère typographique. Et puis là, dans le cas de cette version du Brito, on a déjà commencé à apporter aussi des signes alternatifs, c'est-à-dire on va faire des A différents qu'on va livrer au sein de la fonte et que l'utilisateur pourra dans le logiciel sélectionner avec des fonctions OpenType. Ça devient un tout petit peu technique, mais en tout cas ça permet d'utiliser différentes formes de la même lettre au moment de la composition. Voilà, c'est un peu ça dont je parlais. Donc, alors je sais plus comment ça marchait à cette époque encore, mais effectivement, là c'est un exemple typique de signe où on va avoir des signes par défaut. C'est-à-dire que c'est tel A qui va apparaître quand on tape du texte. Et puis en utilisant une fonction OpenType, donc c'est on va dans les menus selon les logiciels de composition, ça permet d'utiliser telle autre version des signes. Donc le Britoterie, à nouveau, on est invité à le présenter comme aujourd'hui. Et puis je pense qu'il y a aussi peut-être un autre paramètre, on pourrait dire, ou en tout cas force dans l'équation, qui est le public de Brito. Et des gens qui depuis le début ont commencé par réclamer à Fanche de le diffuser enfin. Les premiers fidèles qui ont effectivement joué le jeu, soutenu l'initiative Scriture en achetant le premier Brito, puis en acceptant effectivement de jouer le jeu avec le Britoterie qui remplaçait, sans l'annuler, mais qui remplaçait le Brito original. Et je pense qu'on doit aussi encore beaucoup à ces fidèles, finalement, usagers, pas forcément des professionnels ni de la typographie ni de la communication visuelle, mais qui par curiosité ou par intérêt pour le projet culturel suivent l'évolution du Brito et coévoluent avec l'initiative. Ça, c'est quand même assez plaisant, quoi. C'est vrai que pour avoir travaillé dans la typographie, dans d'autres formations, d'autres fonderies, etc., c'est assez intéressant de voir que effectivement les acheteurs du Brito ou sur Scriture en général sont pas forcément les mêmes. C'est pas toujours des gens qui sont graphistes, designers, qui s'intéressent à la typographie. C'est effectivement beaucoup de gens qui viennent plutôt par le biais culturel et qui achètent probablement pour la première fois une fonte. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Voilà, à Brest, on a sorti le Britoterie. Et puis le Britoterie, il a fait sa vie. Et après, ensuite, Fange, finalement, à l'époque, la configuration, c'est Fange qui nous a commandé à nous, finalement, Malou et moi-même, qui étions prestataires, on pourrait dire. Mais à l'époque, Scriture était ta seule propriété, si tu veux, et nous on est intervenus effectivement pour t'épauler. Nous avons été rémunérés pour ça, et toi effectivement tu as récupéré ton investissement, mais sur le temps long, quoi. Et effectivement. Et voilà, puis ensuite on s'est retrouvés. Voilà, donc on passe en 2023, et là c'est vrai que ça, justement la structure change un petit peu. Je sais pas si tu veux parler de ce moment-là. Oui, bon, donc il se passe quand même une dizaine d'années aussi, même si ça va très vite. Chacun vit sa vie, effectivement des expériences professionnelles, personnelles assez différentes. On se déplace, on n'habite pas au même endroit. Bon, bref. Et puis se pose la question de Scriture et de son avenir. Le site internet qui devient franchement assez rapidement obsolète, peut-être des nouveaux besoins qui se font sentir. Bon, bref. Et en fait, une fonderie qui n'alimente pas son propre catalogue et qui ne donne pas signe de vie, malgré les succès d'estime ou le succès commercial sur le temps long, c'est quelque chose qui va pas durer. Donc je pense qu'à ce moment-là, Fanche reprend le téléphone et puis se dit bon les gars, on remet une pièce dans la machine, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois que ta proposition, mais je vais te laisser en parler, était une proposition là qui était de changer du coup changer le paradigme, ou en tout cas les forces du trinôme, et de dire maintenant on s'associe. C'est-à-dire qu'on travaille à trois et non plus vous travaillez pour moi. Ce qui change quand même beaucoup la donne. On aurait pu refuser, Malou. On aurait dû refuser. On a dit oui. Enfin moi j'ai dit oui, puis après j'ai appelé Malou, il m'a dit bah oui, évidemment. Du coup, voilà, 2023, et pour commencer, on s'est remis une deuxième fois ou une troisième fois, ou je sais pas combien pour Fanche au Brito, pour le réactualiser encore. Il y a aussi, évidemment, on va voir après, d'autres caractères qu'on a voulu sortir dès la nouvelle mouture du site. Mais voilà, pour commencer
un peu mise à plat du Brito. Donc ça, c'est encore Johan qui fait souvent des documents un peu complexes pour mettre les choses un peu à plat. Je sais pas si tu veux parler de ça spécialement. Non, mais bon, c'était pas là, c'est des documents qui généralement ne filtrent pas et qui sont jamais diffusés auprès du public. Et c'est vrai que ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est aussi des documents qui sont des documents de travail entre nous, étant donné qu'on n'est pas les uns à côté des autres. On se passe, on a un processus aussi où on se passe des documents, on intervient dessus. Et puis une fonte, il faut savoir que c'est un programme. On ouvre un chantier et ce chantier-là, il doit se construire. On fait pas complètement n'importe quoi et on essaye de bâtir une logique, quoi. Pourquoi ces graisses-là, pourquoi ces variables, comment on les appelle, combien on les fait payer. En tout cas, c'est un modèle où tout doit trouver sa place en fait. Donc voilà le genre de document de travail. Voilà, et donc en même temps, c'est aussi le moment de relancer un nouveau site internet. C'est vrai que depuis le premier site, les technologies ont énormément évolué. Les systèmes qui permettent de créer des fonderies typographiques en ligne ont beaucoup évolué aussi. Tout est devenu quand même beaucoup plus simple. Donc c'était un peu l'occasion de faire une refonte complète du site. Et là, on est sur des documents qui annoncent un petit peu ce nouveau Brito et ce nouveau Scriture. On voulait passer à 5 graisses, effectivement. Et puis l'autre nouveauté, Malou parle des évolutions effectivement techniques en termes d'interface, de facilité pour aller sur Internet, mais il y a aussi une révolution qui opère, c'est la révolution de la communication avec les réseaux sociaux. Parce que pour l'instant, la communication, elle se faisait bouche à oreille, le site Internet, de temps en temps, on diffusait un peu l'information, mais quand arrive Instagram et puis d'autres boulevards pour la communication, ces images-là que montre Malou sont aussi une écriture qui verse dans la communication visuelle où on essaye de trouver nous-mêmes une propre identité pour être identifié en tant que fonderie et commencer tout simplement à essayer de créer, si c'était de la curiosité, au moins un peu de désir pour ça. Donc se met en place aussi un programme, un chantier de communication sur la fonderie et ses activités. Et voici le dernier spécimen en date qui doit être en ligne sur le site tel qu'il est. Ah non, mais on va parler des italiques tout à l'heure. Mais donc le Brito est finalement monté à 6 graisses, mais c'est surtout qu'il a maintenant une propriété dont va vous parler Malou, c'est qu'en fait il a 6 graisses, mais en fait il peut en avoir potentiellement bien plus encore. Moi je juste un commentaire sur cette vue-là. Pareil, quand je parlais des spécificités de l'écriture du breton, évidemment le cabaret, c'est-à-dire qui est l'association des 3 lettres CAIR, fait partie des particularités. Alors c'est plus une abréviation en fait qu'une lettre à part entière, mais il y a un vrai débat sur le cabaret, comme on pourrait reparler du N tilde, qui est on peut reparler. Donc les spécificités de la graphie du breton, le cabaret, c'est un signe qui a été interdit par l'administration française au milieu du 19e siècle. Et le fait de le remettre dans une fonte aujourd'hui, ce que Unicode permet aussi maintenant, c'est-à-dire c'est une possibilité. Donc moi, c'était ma volonté, dès la création du Brito, d'avoir évidemment le cabaret. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a un utilisateur du Brito qui est un dornoniste de Sao Paulo, au Brésil, et qui est revenu au pays, mais qui me dit, mais moi je suis en train d'écrire un bouquin, et il y a, en breton, il y a le système des mutations, c'est-à-dire le K devient G notamment, c'est-à-dire, je prends l'exemple, Kéravel. Donc vous avez Kéravel avec le cabaret, mais aller à Kéravel monte à Guéravel. Et lui dit, il faut un G barré en fait. Donc on a créé de toutes pièces un signe typographique qui n'existe dans aucune police. Pour un douarneniste qui habite au Brésil. Voilà. Et donc ça c'est aussi l'exigence qu'on a sur les spécificités. On peut reparler du N tilde. Là pareil, l'administration française qui interdit l'écriture d'une langue, c'est le même problème que rencontre aujourd'hui le N tilde. Et donc le fait que Scriture devienne vraiment une fonderie avec plusieurs caractères, c'est aussi le moment de mettre en place un peu des standards. Et typiquement que ce soit sur ce qu'on appelle le jeu de caractères, donc le fait d'inclure cabaret, gébaré, etc., et puis toutes sortes de ligatures.
Ça, c'est quelque chose qu'on met en place pour tous les caractères de la fonderie. Et puis sur ce qui est à droite, c'est quelque chose qu'on a appelé les alternates onciales, quoi, ou uncial alternates. Et c'est aussi quelque chose qui progressivement est devenu un petit peu systématique sur toutes les fontes, avec la version de base à gauche et puis une fonction OpenType qui permet de remplacer tous ces signes avec des versions plus typiques onciales. Voilà, donc là c'est aussi les fonctions OpenType, le jeu de caractères, etc. On vient d'en parler. Quelques utilisations. Donc je crois que pour la petite histoire, c'est un pangramme, donc c'est une phrase qui contient toutes les lettres de l'alphabet. C'est quelque chose qui est utilisé couramment pour tester des typographies. Donc voilà, j'en avais cherché une en breton. Voilà. Donc ça, c'était la composition par défaut. Si vous activez les fameux uncial alternate, vous allez avoir des formes, pas sur toutes les lettres, mais qui vont donc elles-mêmes muter, en tout cas se transformer, avec effectivement une citation beaucoup plus directe aux formes historiques, le G, le A, etc. Oui. Non. Je vais quand même traduire à la tienne, Jacques. Videz ces verres, on trouvera du vin jusqu'à la fin de votre vie. Et oui, on discutait un petit peu ce matin, on faisait un peu les comptes avec une jeune fille qui était venue pour l'atelier là ce matin. Je lui ai demandé combien de signes il fallait dessiner pour avoir une police de caractère un peu complète, et on a fait le compte. 26 lettres de l'alphabet, les minuscules, les majuscules, il faut des chiffres, il faut un peu de ponctuation. On arrivait à une 50aine ou une 60aine de signes. Et en réalité, si on a envie d'avoir une couverture, et Malou vient de parler de standard, et Fange, tu parlais d'ambition, de pouvoir effectivement supporter les langues européennes avec certains signes accentués, on arrive à combien ? 400, plus de 500 signes à peu près. Bon, voilà. Je crois que Malou m'a donné le chiffre pour carré. Je crois que c'est 525 glyphes dans le Brito aujourd'hui. Et donc les nouvelles signes diacritiques, donc toutes les ponctuations qu'on a mis dans la nouvelle version, moi j'ai souhaité que toutes les langues baltes aient aussi tous les signes diacritiques. Aujourd'hui, on peut donc composer en lituanien, en estonien avec le Brito. Le Brito est déjà utilisé pour le journal de la Gazeta Bretonska, qui est le journal de la Maison de la Bretagne à Poznań en Pologne, et leur publication mensuelle est entièrement composée en Brito. Voilà, encore quelques documents internes sur le choix des graisses, donc de l'épaisseur un peu de chaque signe. Ça, c'est encore des documents internes qui ont été fabriqués par Johan. Voilà, juste pour montrer un petit peu la recherche qui est menée un peu en interne sur les caractères. On a aussi décidé sur ces documents-là, il y a une partie, si vous êtes rendu sur le site de Scriture, on en parlera un petit peu, mais on n'est pas non plus avare en making-of, c'est-à-dire c'est des documents qui sont un peu présentés pour ceux qui ont envie de savoir un peu comment la fonte s'est construite. Sur le site, vous pouvez retrouver un peu les grandes étapes du projet, quoi. Oui, c'est vrai que ça s'est fait en 2 temps, et donc ça c'est plus récent aussi, où finalement, après avoir sorti le énième renouveau du Brito, on s'est dit que ça serait pas mal d'ajouter des italiques. On a eu pas mal de demandes là-dessus, et ça c'est un tout petit document pour vous montrer un petit peu le travail. Donc on est sur ce qu'on appelle un oblique, ou donc un italique qui a priori n'est qu'une version penchée du caractère romain ou le caractère droit, mais sauf qu'effectivement il y a quand même pas mal de travail assez fin, mais donc ça c'est la version simplement penchée mécaniquement, et puis toutes les petites corrections optiques qu'il faut faire pour que le caractère se comporte un peu mieux et que les formes soient pas trop mécaniques, trop déformées. Voilà, on peut voir un petit peu une superposition des deux. Et puis dans un second temps, on a décidé d'ajouter des formes un peu plus cursives. Donc là on peut le voir sur des signes comme le B, D, P, Q, M, N, etc. Où en fait ça va partir de beaucoup plus bas, la jonction, etc. Donc c'est des formes qui sont plus en lien avec la calligraphie et les formes italiques telles qu'on les connaît sur des caractères peut-être à empattement. Voilà, ça c'est aussi une superposition de la version simplement penchée et de la version plus cursive.
On peut voir ce que ça donne en composition. Donc là c'est pareil, il y a aussi des signes alternatifs qui sont remplacés automatiquement pour l'italique. Donc il y a des structures qui varient un petit peu. Voilà, donc on parlait justement des différents nombres de graisses, enfin nombre de signes. Donc on est passé de 330 à 560 signes. Le nombre de styles ou de graisses, on est passé de 3 à 6. Et les fonctions OpenType, on est passé à 14. Simplement pour vous montrer aussi, depuis 2016, il y a un nouveau format de fonte qui existe qui s'appelle les fontes variables. Donc le Brito a été créé également en fonte variable. Donc c'est un format qui permet d'avoir justement des variations sur différents axes, que ce soit la graisse ou toutes sortes d'axes, et ça permet à l'utilisateur lui-même en fait de choisir précisément la graisse qu'il veut avoir. Donc là on a l'axe de la graisse ici, donc on peut même faire des petites animations. Et puis on a aussi l'axe de l'italique. Alors bon, c'est vrai que la graisse, on pourrait imaginer un utilisateur qui aurait envie d'une graisse exactement à cet endroit-là. Le light serait un peu trop épais peut-être, ou ce genre de choses. C'est vrai que l'italique, on imagine assez mal quelqu'un qui aurait envie d'un caractère un tout petit peu penché. Mais voilà, on ne sait jamais. Et puis ça permet aussi d'avoir d'un point de vue technique des fichiers qui pèsent beaucoup moins lourd. Et là, on peut voir aussi justement le moment en fait sur l'axe de l'italique où les signes sont remplacés, c'est-à-dire justement les signes un peu plus cursifs dont je vous parlais. Voilà, à mi-chemin sur l'axe de l'italique, ces signes sont automatiquement remplacés. Voilà, donc là on est sur l'italique et on peut varier la graisse un petit peu. Pour une fois, ça bouge, donc souvent ça plaît. Voilà. Et puis ensuite, quelque chose qui n'est pas toujours évident à collecter, ce sont les usages qui sont faits des caractères. Alors tout le monde ne se manifeste pas, on arrive quelquefois à attraper un graphiste qui s'est servi du Brito pour essayer de lui demander bon, qu'est-ce que tu en as fait, parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Nous, c'est des formes qu'on connaît par cœur, au bout d'un moment on en a un peu marre aussi, et on est content de les redécouvrir quand elles ont été interprétées ou remises en situation. Donc on a notamment pas mal d'étudiantes en école d'art et qui nous demandent de pouvoir, dans le cadre d'un projet, pouvoir utiliser le Brito. Généralement on le confie évidemment gracieusement, avec plaisir, et la petite condition c'est de dire vous nous envoyez quelques images du projet. Donc là c'est une étudiante qui s'appelle Clémence Fraleux et qui a fait son projet de diplôme en juin dernier avec un sujet sur les jeux traditionnels en Bretagne, et puis elle a fait un super boulot et elle nous a envoyé quelques images. Voilà. Et ça, c'est les projets pro. Donc, c'est une agence vantaise qui s'appelle Les Arbres Fruitiers, qui, moi, je l'ai découverte en rayon un jour. Je t'avais envoyé la photo, je dis putain, on a le Brito sur un paquet de chips, avec la bretonne subtilement beurrée. Bon, il faut en faire un événement, quoi, c'est sûr. Voilà. La même agence qui a signé donc la signature graphique du rugby club ici à Vannes, et donc le Brito, je pense que ici vous le connaissez même peut-être sans le savoir, puisque finalement c'est un signe qui connote maintenant aussi autre chose, quoi. Voilà tout le travail qu'a mené cette agence sur la ligne du rugby club, avec une petite explication certainement pour les raisons pour lesquelles le Brito a intégré cette ligne graphique. Et je crois que c'est assez complet, parce qu'effectivement quand on va sur la boutique du RC Vannes, il y a tous les produits utilisent le Brito. Et je crois que le centre de formation aussi, la signalétique, c'est un des usages, je trouve, les plus complets qu'on a du Brito aujourd'hui en Bretagne, quoi. Parce que je pense que le choix du service communication, c'était effectivement d'affirmer cette identité bretonne qui est chère au Vantais et qui est chère au RC Vannes, passer effectivement par l'utilisation du Brito, quoi. Petit clin d'œil à Tristan qui est parmi nous et qui a fait qui a peint le Brito, peintre en lettres effectivement à Grandchamp, et qui a eu comme client le rugby club, et qui s'est donc fait le Brito à la peinture sur un support qui devait être passablement irrégulier. Donc chapeau, félicitations. Alors. Allez, Fange, tu lances les hostilités.
Oui, historioscriture. Alors, pour prolonger encore ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Scripture, c'est des ressources documentaires sur l'histoire de la typographie, pour comprendre la typographie. Dans le nouveau site, on a développé toute cette partie-là sous forme d'articles, en fait. Donc, nous trois, nous sommes un petit peu le trio central du site scripture.eu, et on a aussi un cercle, un deuxième cercle, j'ai envie de dire, élargi à des collaborateurs, Jacques André, Pascal Aumasson, et des étudiantes qui écrivent en fait soit sur demande, soit des propositions de sujets qu'on développe en fait. Et aujourd'hui, on a, je sais pas, on peut parler de Armel Morgan aussi sur un travail sur Pierre Toulouat, et de voir effectivement que toute cette matière-là, elle est consultée, et on a regroupé ça sous le nom de historioscriture, donc histoire d'écriture. Et effectivement, pour nous, ça devient quelque part une production qui pourrait assez rapidement prendre la forme d'un ouvrage, par exemple, c'est-à-dire de regrouper tous les articles avec la documentation. Donc il y a toute cette matière-là qui aujourd'hui est disponible gratuitement en ligne, mais qui pourrait prendre d'autres formes que simplement des présentes sur le site internet de Scripture. Donc effectivement, accès libre sur le site, et ça veut dire que Scripture n'est pas qu'une fonderie numérique. Je pense que c'est une initiative qui marche un peu sur deux jambes, avec un format, une formule qui est à travailler encore, mais d'un côté des histoires, la raison pour lesquelles ces signes et comment ont-ils été véhiculés, et puis de l'autre côté une application un peu concrète avec les fontes. Donc Jacques André, ça c'est une étudiante l'année dernière qui a fait un travail assez remarquable sur comment un groupe de musique folklorique irlandais a pu aussi accompagner sa discographie. C'est sa soutenance pour Cornog. Oui, c'était sa soutenance. Et puis, donc voilà, c'est une espèce de petite tribune. Qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce que ça va avoir une version effectivement imprimée, un peu plus... on verra. Mais l'écriture, ça reste aussi un endroit où les contributions sont les bienvenues. 2023, au moment où on sort le site, le Brito ne peut pas être tout seul, même avec toutes ces améliorations successives, et donc on décide de lui adjoindre un nouveau caractère, et je pense qu'il était temps aussi qu'on s'attelle à de nouvelles formes. Donc le projet Cornog est amorcé à ce moment-là. Un tout petit peu d'historique sur la revue, ou c'est pas la peine? Elle est connue, 2023, parce que c'était effectivement les 100 ans de la création du groupe Arceisbreur, ce groupe d'artistes qui ont trouvé, qui ont développé une conception moderne des arts populaires, des arts appliqués en général en Bretagne. Et on l'a vu dans l'introduction que René-Yves Creston, qui est un des cofondateurs du groupe Arceisbreur, a vraiment des convictions en matière de graphisme et notamment en matière de typographie. Et ça s'illustre effectivement par cette manchette de la revue Cornog qui pendant 2 ans va parler des arts appliqués en Bretagne et ailleurs en Europe d'ailleurs. Il y a des articles très très divers. Et là j'ai été puisé toujours dans ma bibliothèque avec cette collection de l'ensemble des revues de Cornog pour retravailler un caractère que j'avais déjà dessiné en 1993. Là c'est pour une affiche en 1995 pour Stradabrobagan, où j'utilise le Cornog, alors sous forme de lettres vectorisées en fait, mais ce premier caractère en fait que j'ai dessiné en 1993 était pour moi un exercice pour commencer à utiliser le Illustrator pour du tracé vectoriel. Je commençais par des choses très très simples, donc ça a été vraiment formateur. Et l'idée en 2023, c'était de dire avec Malou et Johan, maintenant on va marquer les 100 ans des Arceisbreur en publiant une fonte Cornog, pardon. Voilà, donc on décide de se replonger un petit peu dans cette matière, et donc moi je me plonge un petit peu dans ces images, ces scans. Donc on a un caractère qui est très clairement gravé dans du bois. On peut voir ce que je trouve tout de suite intéressant, notamment c'est le rapport d'échelle où dans la partie supérieure on a des lettres assez grandes, donc avec on va dire une définition assez précise. Et par contre, si on regarde les lignes du dessous, on a aussi d'autres exemples de ces capitales-là ailleurs qui sont gravées dans une échelle beaucoup plus petite. On a le travail de gravure et de la gouge où d'un coup on sent que le graveur était plus restreint.
avec des petits accidents, les contreformes qui deviennent un peu plus rondes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a aussi tout de suite inspiré. Et c'est vrai que ce type de caractères qui sont faits main, qui ont tout de suite une qualité esthétique assez évidente, quand on les digitalise, quand on va les retracer avec des courbes de Bézier, ça peut tout de suite avoir un côté un peu sec, un petit peu dur, parce qu'il n'y a plus du tout d'imperfections, de traces pour voilà, les hésitations. Et donc voilà, on va voir tout le travail qu'on a fait ensuite, ça a été d'essayer de conserver quand même un petit peu ces hésitations, ces imperfections. Ouais. Donc là, voilà, si on zoome encore plus, on peut voir les contreformes du haut qui deviennent quasiment rondes, pardon. Le B où on n'a plus vraiment une forme très très précise. Donc voilà, on sent vraiment la place de l'outil. Et donc là, on passe tout de suite si on passe à la digitalisation. Donc ça, c'est des premiers essais avec en partie des sortes d'outils qui sont liés au logiciel, qui permettent d'arrondir un petit peu les angles, de créer un petit peu des sortes de vibrations, d'imperfections. Donc voilà, on a eu une première phase où on a un peu cherché différentes choses. Des premiers essais, quelque chose de très légèrement arrondi, plus arrondi, un effet un petit peu comme si c'était imprimé, etc. Ça c'est aussi dans les hésitations, des choses qui n'ont pas été retenues, mais pareil, l'idée de si on va graver la forme extérieure avec une gouge, on peut avoir des angles un peu marqués, alors que quand on va graver une contreforme, on en aura plus spontanément des formes un peu arrondies. Bon, ça n'a pas été vraiment retenu. On a aussi fait des essais avec différents types de contrastes, donc on est de plus en plus contrasté quand on descend un petit peu dans les lignes. Ça c'est encore une fois des essais parmi lesquels on a choisi une seule option. Et progressivement on s'est dirigé vers une option où on a une forme standard qui est un petit peu on va dire propre, avec des angles un peu forts, et puis une forme, on y arrive avec une version un peu imprimée qui non seulement a des sortes d'irrégularités un petit peu au niveau du tracé, mais qui a aussi des contreformes plus rondes. Donc c'est pas simplement juste un filtre qui a été ajouté, c'est aussi la structure de la lettre même qui a été modifiée. Voilà, et donc ça c'est le Cornog tel qu'il a été mis en ligne, c'est-à-dire voilà, la version régulière telle qu'elle, et puis une version print, donc avec ces irrégularités et ce jeu de formes arrondies, que ce soit les contreformes ou les coins à l'extérieur. Une autre chose, c'est que, étant donné qu'on partait d'un lettrage qui n'était pas vraiment un caractère typographique, enfin qui n'était pas du tout un caractère typographique, c'était vraiment un lettrage. Quand on dessine ou quand on grave un lettrage, on fait des ajustements un petit peu au fur et à mesure en fonction des paires de lettres, etc. Par contre, quand on fait une fonte, un caractère typographique, a priori chaque lettre sera toujours la même, répétée, sauf que le O qui marchera bien après telle lettre. Par contre, après un K, si on la laisse telle quelle, on voit bien que ça crée quelque chose qui n'est pas très gracieux, une sorte de forme, une contreforme qui n'est pas idéale. Et d'ailleurs, si on revient à la source, on voit que ça a été un petit peu ajusté déjà sur le KO de Cornog. Donc la solution qu'on a trouvée, ça a été en utilisant des outils un peu spécifiques qui permettent de monter un petit peu une lettre en fonction de la lettre qui la précède. On a des choses qui s'ajustent automatiquement, c'est-à-dire que quand le O suit un R, un K, etc., ou un Q également, la lettre va être très légèrement surélevée pour créer une liaison plus gracieuse, on va dire. Et puis pareil avec des paires comme le D et le A qui seront modifiées en fonction du contexte. Voilà, et puis là on a un peu des images. Ça c'est quand je travaille notamment sur ce dont je parlais tout à l'heure, les approches de paires. Parfois j'aime bien simplement faire des captures d'écran. On peut avoir des images que je trouve intéressantes. Là c'est simplement le signe at avec tous les signes de l'alphabet. Voilà, c'est des choses, quand dans le processus de création de caractères, on est amené à
à tester un petit peu toutes les combinaisons de lettres, et ça crée parfois des combinaisons intéressantes. C'est l'occasion pour mettre l'accent sur le fait que la création typographique, c'est pas simplement la création d'une structure de la lettre, c'est ce que vous voyez en noir, mais le travail du typographe, et notamment le travail que Malou fait, c'est aussi l'espace qui est entre les lettres. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un caractère, ces espaces ont bien évidemment été évalués, c'est-à-dire les réglages optiques ont été faits, et on n'y pense pas. En fait, on pense que voilà, nous on tape sur le clavier et que ces espaces-là sont faits au hasard. Et en fait, tout ce travail de correction optique, le crénage, c'est un travail de fou en fait, et je pense que Malou prend beaucoup de temps à faire ça. Donc la création typo, c'est la lettre, mais aussi c'est l'espace qu'il y a entre les lettres qui est important. Merci. Ouais, voilà, là c'est typiquement c'est des espaces qui ont été partout, il y a des petits espaces bleus, c'est des espaces qui ont été réglés entre des lettres et des signes de ponctuation. Voilà, ça c'était simplement durant les essais une sorte d'erreur un petit peu, mais qui était assez drôle. Je trouvais que ça faisait une sorte de glitch un petit peu étonnant. Voilà, le cornog qui apparaît, qui disparaît. Voilà, et puis après, quand le caractère est terminé, il y a aussi, bon, même si, évidemment, Johan intervient tout au long un peu de la création de caractère en m'épaulant. Il y a aussi la phase après de création graphique à partir pour présenter le caractère et pour communiquer, etc. Et c'est là aussi où Johan intervient. Donc là, on a quelques usages du Cornog, effectivement, pour notre propre communication, puisqu'il faut effectivement annoncer à nouveau une sortie. Donc on essaye de rendre ce caractère-là oui, assez, en tout cas de le valoriser tout simplement. Mais bon, ça c'est le travail que nous-mêmes on fait. Et sur la slide suivante, on a là une très belle utilisation du Cornog qui n'a pas été faite par nous, mais par Cécile Ollier qui est parmi nous, qui s'est emparée de ce caractère-là et qui en a fait complètement autre chose, quoi. Et c'est vrai qu'on préfère finalement, avec le recul, communiquer plutôt sur les usages qui sont faits de nos fontes que d'en assurer nous-mêmes la propre communication. Parce que du coup, voilà, il y a des compositions, il y a des accords, il y a des mots, il y a des termes auxquels nous on n'aurait pas pensé, il y a des situations voilà, qui nous échappent un peu. Et quand on met une fonte en ligne, il faut accepter de dire bon voilà, maintenant elle est plus à nous, elle va vivre sa vie, et puis tant mieux, pour le meilleur, pour le pire, peu importe. Mais quand on rentre en librairie ou quelque part et qu'on tombe voilà, sur un paquet de chips ou quelque chose, on est là à dire c'est à la fois c'est un petit vertige en disant ah oui bon. Et donc bravo à Cécile pour cette jolie série de cartes avec le Cornog. On avance dans le temps. Allez, ouais. 2024, un autre caractère est sur le feu, qui va s'appeler assez rapidement le Galmo, et Malou va raconter un petit peu le... Avant de parler du caractère, est-ce que tu veux parler un petit peu de cette stèle rapidement, Fanche, ou si on a le temps? Quand je dis effectivement que nos sources documentaires, c'est pas simple, on va pas chercher dans les livres, ou voilà. Ça c'est quand j'étais confronté, quand j'ai photographié la stèle du cimetière de l'Henri Voiré, on a plusieurs siècles d'histoire de l'écriture en Bretagne devant les yeux, c'est-à-dire c'est une stèle qui a pour particularité d'être composée en lettres onciales irlandaises. Donc celtique point d'interrogation, non, je dis celtique point d'exclamation. Voilà, et là on a une démonstration de cette stèle du 8e siècle qui est évidemment d'influence irlandaise. Et ça a été un petit peu aussi la couverture tout de suite de scripture, et la question s'est posée, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces lettres-là, quoi. Et c'est vrai que pour moi, c'est un des aspects vraiment intéressants de cette collaboration, c'est qu'on a des dossiers avec des images, des inspirations, des choses qu'on regarde régulièrement, dont on parle, et puis ça fait voilà, des sources vraiment intéressantes dans lesquelles piocher. Et cette stèle qui revenait très souvent, c'est vrai qu'il y a un côté assez énigmatique, assez fascinant dans certaines de ses formes. Et voilà, à un moment, je me suis dit, allez, on va voir ce que ça pourrait donner de partir avec ce point de départ pour un caractère typographique. Donc ça, c'était vraiment les tout premiers essais. Donc c'est vraiment des copies d'écran avec simplement pour l'instant uniquement ces quelques lettres-là. Et en fait, dès le départ, je me
j'ai trouvé une technique qui permet, je vous montrerai ensuite dans le logiciel, mais ça permet d'avoir, comme on peut voir la toute petite forme là qui est attachée à simplement un trait filaire, et ça permet de très rapidement faire toutes sortes d'essais, et ça va s'adapter automatiquement sur toutes les lettres. On peut changer la forme de l'empattement et ça va automatiquement aller s'appliquer un peu partout. Donc c'est un côté, voilà, je me suis un petit peu amusé avec ça pour commencer. Et puis ensuite, vu qu'on est sur aussi quelque chose d'extrêmement filaire, on peut s'amuser à changer l'épaisseur. Enfin voilà, il se trouve qu'il y avait des avancées un petit peu techniques, technologiques sur le logiciel de création de caractères qui rendaient ces options possibles à peu près à ce moment-là. Donc voilà, ça m'a un peu amusé de jouer un petit peu avec ça. Et puis très vite, j'ai commencé à aller chercher des formes un petit peu plus compliquées. Donc le Galmo, voilà, au départ, c'est aussi un moment où moi je me suis, en partant de cette stèle, progressivement je me suis intéressé aux manuscrits anglais, irlandais, typiquement le livre de Kells, les évangiles de Lindisfarne, etc., où on va vous montrer pas mal d'images ensuite. Et j'ai commencé à retracer de manière pas du tout fidèle, mais en m'inspirant un petit peu de la structure de ces lettres, retracer beaucoup de choses différentes. Et c'est là aussi où le travail de Johan, pour moi, est vraiment précieux. C'est encore une fois ce genre de document interne où il va prendre toutes mes tentatives un petit peu farfelues, tout mettre à plat et essayer de dégager un petit peu un système de tout ça. Donc ouais, là, c'est une des nombreuses pages de ce document. Voilà, je crois que là, on voit le document un peu dans son ensemble. C'est beaucoup de tests, beaucoup d'allers-retours, et finalement on tâtonne, mais comme vient de le montrer Malou, cette malléabilité là et puis les progrès permanents de la typographie en font quelque chose qui est absolument pas statique et très très loin de l'image qu'on se fait d'une matière voilà, complètement sèche, aride et définitive. Au contraire, on essaye, on tente, on se pose des questions, on peut même se tromper et puis revenir quelques années plus tard sur certaines choses. Et ces documents-là, ils témoignent quelque part, voilà, de petites séances de ping-pong où globalement c'est pas toujours, quelquefois c'est l'usage qui amène une solution, quelquefois au contraire, petit document interne. Voilà, donc là au niveau des sources du Galmo, enfin vous le verrez, on va vous présenter ensuite après le Galmo le Principio qui est pas encore, enfin qui sort aujourd'hui, qui est inspiré des pages de titres de ces manuscrits. Le Galmo, lui, est plus inspiré justement de la calligraphie qui est utilisée dans le corps de texte. Voilà, c'est ce type d'oncial qu'on connaît un peu plus peut-être. Mais comme vous pouvez le constater, c'est une interprétation vraiment très éloignée. On est beaucoup plus condensé que sur les sources originales. On est très monolinéaire, alors que là, on a quand même pas mal de contrastes. Donc c'est vraiment, voilà, j'ai utilisé cette matière plutôt comme une inspiration, que l'idée c'était pas de faire voilà, un revival, comme on dit, très, très fidèle, mais vraiment de s'inspirer un petit peu de ces sources. Voilà, on peut voir ici un petit peu des comparaisons entre la source et le Galmo, donc effectivement quelque chose de beaucoup plus étroit et de beaucoup moins contrasté. Ici aussi un peu une comparaison des sources et du caractère. Des utilisations. Oui, un peu de communication autour du caractère aussi, mais là encore une fois c'est de la production maison. On attend de découvrir les premières utilisations du Galmo et de voir comment s'en saisissent les autres. Mais finalement, ces petites images-là, elles servent aussi un peu de mode d'emploi, quoi. Elles présentent le caractère, elles donnent, j'espère, envie de s'y intéresser. Et puis, dans le choix des mots, le choix des glyphes qu'on va mettre en avant, on essaye effectivement de dire ce que ce caractère-là a de spécifique, d'un peu inédit, d'un peu son potentiel, en fait. Donc, on espère que ces images-là intriguent un minimum. La com du site, voilà. Tout ça vous le retrouvez sur le site, ça fait partie des images qui accompagnent un peu la sortie du caractère. Et on arrive aujourd'hui. Voilà. 2025, le Principio.
qui est un caractère qui n'est pas encore en ligne, en tout cas qui Il l'est depuis... depuis 3 quarts d'heure maintenant. Et Malou va vous présenter le nouveau venu. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, au départ, en travaillant un petit peu sur cette stèle, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à me plonger un petit peu dans ces pages qui sont assez fascinantes, quoi, de ces manuscrits anglais, irlandais du 8e siècle, notamment les évangiles de Lindisfarne, où voilà, il y a vraiment un côté dans ces lettres imbriquées, ces décorations, il y a voilà, moi je me suis vraiment un peu perdu dans ces pages, et il y a quelque chose de vraiment fascinant si on zoome toutes les petites décorations, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez presque psychédélique que je trouve assez incroyable. Et donc voilà, comme je disais, le Galmo, je me suis plus attaché vraiment à essayer de m'inspirer de la forme des pages de texte. Là, le Principio s'inspire vraiment directement de ces capitales très anguleuses, avec beaucoup de ligatures, beaucoup de choses assez surprenantes. Ça permet quand même de montrer la grande puissance, je trouve, créative des scripts à l'époque, c'est-à-dire de concevoir que l'écriture, c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre du geste manuscrit, mais qu'aussi il y a une notion de lisibilité, de titre. Donc il y a déjà cette partition, je trouve, qui est pour l'époque sans doute déjà très innovante, je trouve. Ouais. Voilà, et là donc on a le Principio à gauche avec la page qui a inspiré le nom du caractère. Toujours le même principe, donc en fait il a été dessiné sur le même principe et en grande partie en même temps que le Galmo, et j'ai voulu inclure énormément de signes alternatifs et de ligatures, voilà, des choses, c'est même en regardant ces pages de titres et en comprenant que ce A et ce N, comme je vous montrerai après, la plupart des ligatures sont inspirées vraiment de sources historiques. Quand on comprend que cette forme, c'est un A et un N, il y a un petit moment où on se dit ah ouais, d'accord, il y a quelque chose d'assez fou, et donc j'ai voulu essayer de conserver un peu toutes ces ligatures. Voilà, donc là on peut voir un petit peu les origines de certains de ces signes. Donc c'est E et M, il fallait y penser quand même. Ou pareil, U et M à droite, c'est aussi... Pris dans le contexte d'un mot, en général, on arrive à le lire, mais c'est vrai qu'isolé comme ça fait un signe assez surprenant. Ouais. Voilà, A et N également. Voilà, on arrive à peu près au bout. Donc effectivement, le Principio est en ligne. Le Principio, comme tu viens de dire, est compatible avec le Galmo. Donc c'est vrai que ces aventures-là, elles se combinent. Les caractères se combinent aussi entre eux. Et donc on est très content de pouvoir le présenter, le mettre en ligne. Et donc si vous voulez vous rendre sur le site de Scripture, vous verrez qu'il a une nouvelle page qui est dédiée. Et puis ça y est, on commence à avoir un catalogue qui finalement s'étoffe. On n'est pas pressé, on est très lent, mais finalement depuis 1995, maintenant 2025, le projet continue, se poursuit. Et puis je crois qu'il y a peut-être une slide sur la newsletter ensuite ou quelque chose comme ça. Ouais. Où finalement on s'est rendu compte aussi que le bouche à oreille c'est très bien. On a parlé des fidèles, des premiers acheteurs du Brito qui finalement se sont tenus au courant de l'avancée de la chose, ça c'est très bien aussi. Instagram, pour tout un tas de raisons, ça a aussi du bon parce qu'on a besoin d'être visible auprès des autres fonderies, d'autres professionnels, etc., etc. Mais on s'est rendu compte que la meilleure manière finalement de garder un contact un peu étroit et sincère avec nos interlocuteurs, notre public, c'était la newsletter. Alors on a mis ça en place dès la nouvelle mouture du site internet, et on essaie de ne pas être trop agressif en termes de promotion. On en envoie 3-4 par an maximum. À chaque fois qu'il y a un nouveau caractère ou qu'il y a un nouvel article qui est mis en ligne sur le site de Scripture, on fait un petit post et puis on essaye de dire ça y est, on a une petite chose qui est arrivée, venez
venez nous dire ce que vous en pensez. Voilà, donc, petit moment promo, communication, attention les yeux. Voilà. Donc c'est très simple, si vous voulez vous abonnez vous-même à la newsletter, vous avez le QR code ici. Là on vous observe, on attend que vous sortiez vos... voilà. Et puis comme ça, vous serez informés. Je crois qu'on est... Ouais. On a terminé ? Ouais. Bon, bah écoutez, merci encore à chacun, chacune. Si vous voulez maintenant nous poser quelques questions, on est évidemment... Je vais vous demander de poser vos questions avec le micro de façon à ce que tout le monde entende votre question, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je vais être très clair, mais je vais essayer de la poser le plus simplement possible. Je voyais sur une photo en fait tout un tas de lignes quand vous étiez dans vos travaux de recherche, tout un tas de lignes donc avec les différentes lettres. Et est-ce que vous arrivez donc à argumenter parfois sur les choix à faire entre telle forme, telle ligne, parce que moi quand je regarde, je trouve ça bien en fait pour tout ce que je vois, mais par exemple. Pourquoi est-ce qu'on va choisir telle ou telle version ? Ouais, est-ce que vous arrivez en fait à argumenter ou à trouver pourquoi vous allez faire ce choix ? C'est là aussi où c'est intéressant d'être à trois aussi, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des dialogues là-dessus. Et après, il y a toutes sortes de critères qui rentrent en compte. Il y a des critères un petit peu parfois de fidélité à la matière originale. Il y a des critères un petit peu simplement esthétiques et de sensibilité. Et puis des critères de lisibilité simplement, où on peut simplement tester. Je ne sais pas, si on prend les 2 et 3e A, peut-être qu'ils vont avoir quelque chose d'intéressant. Dans une assez grosse échelle, mais si on les réduit encore vraiment sur un texte en tout petit corps, peut-être qu'il va manquer justement ce petit espace qu'on a en bas qui va permettre de le rendre plus lisible. Donc voilà, c'est un peu différents critères qui rentrent en compte, et on essaie de faire un peu une sorte de trouver l'équilibre entre tout ça, je dirais. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premières esquisses du Brito qui s'appelait Tirnanog à l'époque. Il y avait des formes effectivement que Fanchlehennaf avait développées et qui nous paraissaient certes justes avec une considération, une lecture un peu historique de la chose, mais quand Malou et moi on s'en est emparés, on a mis à plat, on a dû sacrifier certains signes qui nous paraissaient justement irrecevables pour tout un tas d'autres raisons. Et peut-être qu'effectivement la première demi-heure c'est un peu dur à avaler parce que on est attaché à certaines formes et puis on n'imagine pas s'en défaire. Mais finalement, étant donné que l'évolution technique nous permet justement d'inclure ces alternates, finalement on a des formes qui ont été abandonnées en 2011 et qui ont refait surface dans le Brito et que vous pouvez retrouver par le biais justement de ces jeux stylistiques. Donc on pourrait imaginer que c'est un peu un non-choix de notre part, mais ou alors on donne plutôt à l'usager maintenant la possibilité de placer le curseur justement où il a envie en termes de clin d'œil plus ou moins appuyé à un modèle derrière. Et ça c'est quand même encore une fois ces formes-là elles peuvent disparaître et puis ressurgir un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est une question qui est assez fondamentale, parce que je pense dans toute forme de design, on va créer pas mal d'options et on en revient toujours à faire des choix, quoi. Et donc on aurait pu par exemple inclure tous ces A dans le caractère sous forme de variantes stylistiques, etc. Mais voilà, il faut éviter justement, créer des versions alternate pour rajouter quelque chose, ça peut être intéressant, mais si c'est une façon d'éviter de prendre des choix, c'est pas toujours quelque chose. Il n'y a pas beaucoup forcément de valeur ajoutée, on va dire. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais. Bonjour. Donc déjà merci pour la conférence, c'était très intéressant. Et bravo pour tout le travail que vous faites autour de la typo. Moi j'ai une question plutôt d'aspect technique. En fait j'ai acheté le Brito, il me semble en 2015 ou 2016, j'ai plus exactement l'année. Donc j'ignorais qu'il y avait des nouvelles graisses, de l'italique notamment, et qu'elle était maintenant responsive. Si je veux donc étoffer ce que j'ai déjà, comment ça se passe ? Est-ce que je vais avoir
racheter accès de nouveau. Parce que j'ai l'original et le Brito Tree. Est-ce qu'il faut tout racheter, oui, comment ça se passe, quoi? je crois que la question s'est déjà posée. Le plus simple, c'est de nous envoyer un message et je sais pas, soit on vous enverra la nouvelle version, soit on vous fera une grosse réduction pour que vous n'ayez pas à tout racheter, en tout cas. Donc on va trouver une solution, je pense. Mais le Brito Tree, enfin moi je l'utilise beaucoup, hein. À la limite j'utilise presque plus le Brito Tree que les nouvelles versions. Mais c'est vrai que c'est un peu ce que je disais, c'est quelque chose qui est en évolution, quoi. Il n'y a pas encore le système de mise à jour qu'on peut trouver sur des logiciels, mais c'est vrai qu'on est tout le temps on est très proche de nos utilisateurs. Voilà. Ce qui est aussi la différence de fonderie où tout se passe en ligne. Moi, j'ai toujours privilégié le contact direct. Pendant 10 ans, je recevais les commandes de caractères par mail, quoi. Donc, je ramenais la livraison par mail. Donc, il y a toujours eu vraiment une espèce de proximité avec les utilisateurs. Et ça, on y tient absolument, quoi. C'est pas, on met pas un produit en ligne comme ça et on a ce souci que les utilisateurs du Brito, eux aussi ont des besoins et des attentes aussi, quoi. Bonjour. J'ai une petite question sur les fonds de variables. Est-ce qu'après quelques années d'utilisation, vous avez un petit retour à faire là-dessus? Est-ce que les utilisateurs s'en servent beaucoup? Est-ce que c'est beaucoup utilisé? Est-ce que les gens veulent vraiment ce choix-là sur les typos? Est-ce que vous avez un petit retour là-dessus à faire? Clairement, la réponse, s'il fallait juste dire oui ou non, serait plutôt non. C'est quand même encore assez peu utilisé. C'est sorti, enfin le format date de 2016, mais le problème, c'est que ça a mis assez longtemps à ce que les utilisations, les applications se mettent à prendre en compte ce format. Donc pendant assez longtemps on pouvait presque rien faire avec, à part des navigateurs. Disons que sur le web c'est quand même un peu peut-être l'espace où ces fonds seront le plus utilisés. C'est quand même assez bien pris en compte par la plupart des navigateurs depuis assez longtemps. Par contre c'est vrai que sur la suite Adobe ça a mis pas mal de temps. Ça commence maintenant à être assez bien pris en compte. Donc je dirais que c'est 8 ans après la sortie du format que là on arrive à une période où on a quand même un peu des utilisateurs, un peu aguerris peut-être, mais ça commence à être pris en compte et il y a quand même des intérêts dans certaines fontes, même si ça reste encore, je pense, assez minoritaire. Il faut aussi imaginer que je pense, il faudrait aller voir sur le site, mais le Brito variable, pour les personnes qui effectivement sont un peu équipées techniquement, permettent d'avoir un seul fichier au lieu d'avoir l'intégralité des variables. Et puis, je crois que il y a un vrai avantage financier à acheter finalement une fonte unique avec toutes ces variables plutôt que de les acheter à l'unité, évidemment. Ouais. Vous êtes utilisateur vous-même? Et alors c'est plutôt un enfer au quotidien ou ça a été un soulagement? Moi, c'est plutôt que je suis convaincu que je vais faire confiance au typographe et que si j'utilise la light, c'est parce que la light, il a décidé qu'elle avait cette graisse-là, quoi. Ouais. Donc la variable, ça me donne un peu. Je suis peut-être un peu vieux jeu là-dessus. Non, mais je suis curieux de savoir l'utilisation réelle. En fait. Oui, mais ça, c'est des vrais débats. Mais ceci dit, une fonte variable n'empêche pas de nommer des masters et de continuer à avoir des graisses. Donc, quand on parle du Brito variable, nous, dans notre esprit, il y a quand même 6 graisses qui sont privilégiées. Alors, si quelqu'un, pour un usage extrêmement spécifique, a besoin d'aller chercher un intermédiaire, très bien, mais on ne se lave pas les mains, nous, de dire maintenant vous avez tout, débrouillez-vous avec ça, et puis voilà. Donc on garde quand même nos masters pour que ça ait du sens, et qu'un light reste un light, et je pense qu'on n'est quand même pas très près d'oublier la terminologie, et puis tout le bagage esthétique et culturel qui accompagne la typo depuis longtemps, quoi. Donc, et puis c'est un moment, c'est votre choix de graisse pour le bol, par exemple, de faire tel fût, etc. Exactement. Donc, c'est quand même des choix super importants, quoi. C'est sûr que c'est une très bonne remarque, et comme le disait Johan, on a encore accès avec une fonte variable à la liste de styles, et il faut savoir que la raison quand même principale pour le développement de ce nouveau format, ça a été un gain de poids du fichier. Voilà, donc c'est l'intérêt majeur, il est sur le web où effectivement, plutôt que de charger
une famille avec 12 fontes, on va charger un seul fichier qui va peser 5 fois moins lourd, et ce qui pourra être un vrai gain sur un site internet. Voilà, c'est quand même la raison principale. J'ai une question sur les utilisateurs. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'utilisateurs du Brito, par exemple? Et est-ce que vous avez une idée de géographiquement dans quels endroits se situent les utilisateurs des typographies que vous vendez, en fait? Alors moi, j'ai étudié de près tous ces chiffres-là. Je ne les ai pas en tête. Je ne sais pas combien d'utilisateurs il y a aujourd'hui, mais de mémoire, il y a à peu près 80% des utilisateurs sont de Bretagne, 5 départements bien sûr, pour l'ensemble, quoi. Et la majorité, c'est un peu ce que je disais, la majorité des utilisateurs aussi sont pas des gens forcément des agences de communication, de graphistes ou de designers ou des maisons d'édition. La majorité des gens restent encore des particuliers, et je trouve que c'est bien quelque part parce que ça permet à ces gens-là de découvrir tout un pan en fait de l'écriture. Et pour la majorité d'entre eux, n'ont jamais acheté en fait de licence de caractère typographique. Donc c'est aussi une prise de conscience, et c'est un petit peu la démonstration qu'on essaie de vous faire aujourd'hui du travail qu'il y a derrière lorsque vous manipulez un caractère sur votre clavier ou sur le téléphone, quoi. C'est un vrai travail de création à part entière, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de retours qu'on a effectivement de gens qui ne sont pas forcément du métier de la typographie et qui recherchent l'aspect identité, en fait. Et je crois que c'est un peu ça le postulat au départ, quoi. Est-ce qu'il y a des créations irlandaises, écossaises, galloises, qui sont proches de ce qu'on fait, puisque les sources Oui, on a bien évidemment été voir ce que font. Évidemment, il y a une production aussi en Irlande, au Pays de Galles, en Écosse, sur des formes assez différentes, mais on s'en est pas du tout inspiré. On n'est pas allé voir régulièrement, mais quand j'ai commencé à travailler là-dessus, Internet n'existe pas. En 93, 95, il n'y a pas Internet, il n'y a pas cet accès immédiat aux fontes, et les fontes numériques sont inexistantes. Donc les premiers dessins sont inspirés de ce que je vois dans la nature, sur les monuments, dans le patrimoine, dans ma bibliothèque. C'est là que je cherchais toute mon inspiration et mes sources, en fait, quoi. Je reviens à la question que tu posais tout à l'heure sur les usages, et puis effectivement peut-être la question encore précédente sur l'inflation, enfin la technicité que ça peut requérir en fait d'utiliser ça. Et c'est vrai qu'avec un public qui n'a pas du tout l'habitude de ces suites, de ce process là, ça peut devenir assez vite déstabilisant. Et on s'est rendu compte effectivement par retour d'expérience qu'on ne pouvait pas se contenter de délivrer des produits entre guillemets sans avoir des modes d'emploi de plus en plus facilitants. Donc le spécimen, mais je pense que on est encore loin de réussir notre coup et de trouver la bonne forme, mais il y a un peu de formation qui accompagne le caractère. Donc dans le spécimen, on donne quelques indications, même si elles sont un peu élémentaires, pour justement aller trouver ces fonctions-là. Et beaucoup de gens nous demandent, mais alors le A avec la barre, la traverse qui est en chevron, je la trouve pas, comment j'y accède. Et je pense qu'il y a aussi un chantier, et c'est un peu notre responsabilité, de pas laisser l'utilisateur se débrouiller face à cette incompréhension, et de continuer à faire de la pédagogie, et puis continuer à être très didactique dans les démonstrations, comment on accède au clavier à telle fonctionnalité, etc. etc. Bonjour, merci pour votre présentation. Pour revenir aux utilisateurs des typographies et l'exemple du cabaret, alors je ne sais pas vraiment une question, c'est peut-être plutôt une constatation, peut-être une question ouverte finalement. Est-ce que le fait que les principaux utilisateurs aujourd'hui de ces typographies, le fait que ces utilisateurs soient des particuliers et de leur donner accès à une typographie qui transmet une culture,
et cet exemple du cabaret qui remettent donc cette lettre sur le devant de la scène et permettre aux utilisateurs de s'en saisir eux-mêmes en dehors, on va dire, des professionnels. Je trouve que c'est intéressant et je me demande si on a un exemple comme ça aujourd'hui dans un autre domaine qui est de donner un outil professionnel aux particuliers pour s'en servir dans un esprit peut-être un peu militant et de se ressaisir de cet outil qui aujourd'hui est... Je ne sais pas si... Enfin, aujourd'hui, on a des typographies qui sont par défaut sur nos logiciels. Aujourd'hui, pouvoir choisir cette typographie qui va avoir des possibilités plus larges que celles qui nous sont données, c'est un geste militant que je trouve intéressant et je ne sais pas s'il y a d'autres exemples, des choses qui ont déjà été faites autour de ça. Moi, je voudrais juste vous ramener et puis faire un peu de publicité pour la revue Bikini qui a traité un très très bon dossier, un très bon article sur le cabaret. Et puis les travaux en cours de Yann Rioux et de Jacques André, qui est un collaborateur donc, de Scriture, qui travaille aujourd'hui sur une future publication assez importante sur le cabaret, son histoire et ses usages. Et donc ça, c'est des projets de publication qu'il y a pour 2025. Quoi. Voilà. Il est évident que si on est tributaire d'une technique et que certains glyphes ou certains signes sont absents et inaccessibles, bah ces signes-là ou ces formes-là peuvent tout simplement se perdre, quoi. Donc des programmes, mais qui sont peut-être plutôt des programmes de recherche ou des programmes de recherche qui ont des débouchés commerciaux, il en existe effectivement pour beaucoup de langues et des langues qui sont encore plus, comment dire, peut-être plus en danger en termes de nombre de locuteurs, en termes de pratique que les langues britanniques qui finalement ont quand même une activité, enfin une certaine vivacité. Donc oui, il y a des programmes de recherche qui sont nationaux, européens, internationaux, qui s'attellent justement à ça, parce que un système scriptural qui disparaît, effectivement c'est une culture, ou en tout cas un pan de la culture qui est définitivement perdu. Donc oui, après on pourra en discuter. Il y a une idée très généreuse derrière ça. Il peut y avoir des travers aussi, parce que ce sont souvent les mêmes, ce sont souvent les mêmes qui s'intéressent à ça et qui s'en occupent. Maintenant, peut-être que la solution serait que l'apprentissage de l'écriture s'adosse, pourquoi pas, à l'utilisation de la typographie ou aux usages, effectivement, et une sensibilisation très très jeune à une conscientisation de ce que c'est que l'appareil typographique. La plupart des gens ne savent pas que c'est payant, la plupart des gens ne savent pas que ça nécessite, 2 ans de boulot, trois personnes derrière, et tant que tout ça n'est pas su du grand public, ouais, effectivement, ça reste confidentiel, donc un peu fragile. Ouais. Oui, bonjour. Est-ce que votre fonderie, qui à la base est partie d'un développement de la culture bretonne, va rester sur la culture bretonne, dans une forme de militantisme, ou pas du tout ? Excellente question. On est, vous l'avez compris, en perpétuel questionnement sur ce qu'est l'écriture, notre place dans le collectif aussi. Certains moments, la fonderie a connu des phases de sommeil, puis se réveille à des moments un peu publics où globalement on peut être sollicité, on peut être approché, etc., etc. Et effectivement, on se pose la question un peu au sens large d'élargir le cercle, les contributions, d'être ouvert à des propositions, et puis d'être même nous-mêmes un peu dépaysés, un peu déroutés, quoi. Alors quelle est la ligne éditoriale, puisqu'il s'agit de ça, de ligne éditoriale de Scriture? Est-ce qu'on se cantonne aux langues britanniques ou est-ce qu'on se concentre sur le breton pour les Bretons, par les Bretons? Non, certainement pas. En tout cas, si les premières petites premières garanties qu'on avait posées en étant trilingue, en incluant l'anglais pour une dimension internationale, des formes de présence, de communication, je pense que tout ça c'est des signes assez manifestes d'ouverture. Donc je pense qu'on n'oubliera jamais d'où on vient et puis d'où ça part, mais je crois que dans le petit leitmotiv que vous pouvez lire sur le site de Scriture, où on donne notre profession de foi, il est question des graphies
particulières en général. Il est question des langues qu'on peut dire en minorité, ou en tout cas peut-être qui sont des langues qui ne sont pas nécessairement véhiculaires mais plutôt vernaculaires, et puis toutes les graphies, tous les systèmes scripturaux qui ont des particularismes, on pourrait le qualifier comme ça. Donc là on a eu un projet, je dévoile, hein, mais bon, une sollicitation, quelqu'un qui nous a proposé un caractère avec des ligatures qui sont propres peut-être à la langue corse, que nous on maîtrise pas du tout, et puis on se dit, ou le basque peut-être, et on se dit bon bah c'est pas complètement à côté de la plaque, on est sur les mêmes sujets, on n'est pas au même endroit, mais on est exactement avec les mêmes préoccupations. Comment est-ce qu'on donne des habits à une langue? C'est ça, hein, la typographie, c'est donner les bons habits à une langue. Oui, puis pour revenir un peu sur cette notion, le titre de l'ouvrage, c'était Scripture, typographie et identité. C'était pas Scripture, typographie et identité bretonne, c'est-à-dire déjà là-dedans, je parle par exemple des écritures des Inuits, c'est-à-dire je vais chercher mon inspiration sur des latitudes qui ne sont pas forcément celles de l'Europe, et dans l'esprit aujourd'hui du projet qu'on mène à Troyes avec nos collaborateurs, Scripture, on le présente comme une fonderie numérique en Bretagne, mais pas une fonderie bretonne typographique. C'est dans la nuance, mais il est évident que le parti pris d'avoir une communication depuis 10 ans entièrement trilingue, c'est très contraignant, mais on se tient à cette communication-là qui est trilingue. Et dans notre signature Internet, on a choisi aussi Scripture PIC EU et non pas Scripture PIC BZH, par exemple. Donc il y a réellement une volonté pour affirmer d'emblée une ouverture internationale. Et la Bretagne a tout le temps été ouverte sur les cultures du monde. La Bretagne au XVe siècle commerçait avec la Flandre, avec l'Espagne, avec l'Angleterre. Et je crois que c'est aussi dans l'état d'esprit qu'en tout cas que moi et mes collègues on est aussi sur l'ouverture. On a des expériences, chacun d'entre nous, à l'étranger, dans nos formations. Moi-même, en Pologne pendant 1 an. Malou a travaillé à Londres, chez Monotype. Johan a une expérience aussi à l'étranger, en Italie. Donc on a tous, effectivement, des parcours qui nous mènent vers une identité européenne et dans une Europe dans laquelle la Bretagne a sa place, notamment sur des innovations graphiques, techniques et typographiques. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on développe notre projet aujourd'hui. Y a-t-il une autre question ? Ma question est vraiment purement technique pour rebondir sur vos histoires de ligature, notamment pour la Galmo et pour la Principio. Je voulais juste savoir si les ligatures avaient été automatisées dans le logiciel ou est-ce qu'au contraire elles sont accessibles manuellement, par exemple avec l'intermédiaire du point médian dans certaines autres fontes, et quel choix vous avez fait? Est-ce qu'elle est automatisée ou est-ce qu'elle est au contraire manuellement elles sont automatisées, et c'est vrai qu'on s'était un peu posé la question parce que pour être un tout petit peu technique, dans les fonctions OpenType, donc c'est des toutes petites commandes qui sont incluses dans une fonte qui permettent de remplacer des signes par d'autres, en gros, pour la faire simple. Il y a certaines de ces fonctions qui sont activées par défaut, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a rien à faire pour que ces fonctions soient activées, comme une des plus fréquentes et qui est dans à peu près toutes les applications, c'est les ligatures standards, c'est-à-dire en général c'est utilisé pour les ligatures FL, FI, FF, ce genre de choses, où typiquement dans certains caractères, on va éviter d'avoir un F et un L qui vont se rentrer l'un dans l'autre, donc on va avoir justement un signe qui va être retravaillé. On a aussi une autre fonction qui s'appelle les discretionary ligatures, je ne suis pas sûr exactement en français quelle est la traduction, mais des ligatures un peu plus ornementales, et qui celle-là n'est pas activée par défaut, et c'est vrai qu'il faut quand même d'expérience. Tout ce qui n'est pas activé par défaut
n'est quasiment jamais utilisé. Il faut le savoir quand on crée une fonte. C'est très très rare les gens qui vont aller dans les menus un petit peu obscurs des applications pour activer des fonctions OpenType. Donc là, justement, pour le Principio, on a décidé de mettre ces ligatures dans le jeu qui est activé par défaut. Ce qui peut être un petit peu étonnant. Au départ, effectivement, on a vu qu'il y avait des ligatures un petit peu surprenantes qui pouvaient peut-être enfreindre un peu la lisibilité, mais on a décidé de quand même les inclure par défaut. Donc effectivement, il n'y a rien du tout à faire. Elle se crée toute seule quand on saisit du texte. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose d'applaudir nos conférenciers pour les remercier. Moi, j'en profite aussi pour, au nom de mes collègues de Scriture, de remercier Rémi Leroux et Catherine Latour pour avoir suivi en fait la mise en place de ces 3 événements, l'exposition, l'atelier et la conférence. Et remercier aussi l'Institut culturel qui est donc partenaire de l'exposition que vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir. Voilà, et puis on peut continuer la discussion juste à côté où il y a un petit accrochage. Donc n'hésitez pas à venir dans l'exposition et puis on peut discuter.